prélude Recording in de progress. la célébration de la Journée mondiale du chiffrement prévue pour le 20 octobre, nous avons, quand je dis nous, le chapitre malien de Internet Society a prévu un certain nombre d'activités qui annoncent justement cette journée du mondial du chiffrement. Et entre autres, ce webinaire sera animé par Tidjani Silla. Tidjani est maître assistant CAMES en informatique, spécialité réseau sécurité et objets connectés. Actuellement, il officie à l'Institut des sciences appliquées et à l'Université des sciences et techniques et technologiques de Bamako, ISTTB. Le webinaire sera modéré par M. Malik Maïga, en personne, qui est ingénieur d'État en télécommunications. Il officie actuellement au niveau du complexe numérique de Bamako. Alors, sans d'autres formes de transition, je vais passer la parole à Tidjani pour sa présentation. Nous allons faire le webinaire en deux étapes. La première phase consistera à la présentation et la deuxième phase sera consacrée aux questions et éclaircissements qui seront l'objet d'échanges entre ceux qui suivent le webinaire et le formateur. Yanni, vous avez la parole. Ok, merci Malik. Bonjour tout le monde. Je suis, comme a dit Malik Tidjane Silla, maître assistant. À ce titre, je suis ancien chercheur et ma structure d'appartenance est l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Et j'interviens dans l'une des structures de cette université qui est l'Institut des sciences appliquées. En dehors de cela aussi, je suis consultant souvent sur mes temps libres. Voilà, mon domaine d'intervention, c'est réseau et sécurité des objets connectés parce que j'ai travaillé sur cette thématique au cours de ma thèse. Voilà, il y a 2 ans de cela que j'ai fini. Et je suis là aujourd'hui pour animer ce webinaire qui est sur la promotion du chiffrement, notamment l'état des lieux de chiffrement dans l'intérêt des objets, défis et perspectives. Voilà. Donc, nous pouvons commencer la présentation. Oui, on est en train de partager la présentation. Ça va venir dans quelques instants. J'espère que tout le monde reçoit. Hein. Tiens, c'est bon? Oui, c'est bon. Moi, je vois bien, oui, en effet. C'est bon chez moi. OK. Ah non, c'est pas la bonne version. C'est pas? Ah, c'est pas la bonne version. Aïe, attends, c'est pas la bonne version. Oh, Non, OK, non, non. OK. Peut-être que c'est ce que je t'ai envoyé? Oui. Oh là là. Attends. Il n'y a pas de souci, envoie l'autre. Juste 2 minutes pour afficher la bonne présentation. Ah, ça va bien. Ah,
C'est bon. Ok, c'est reçu. On va le charger tout de suite. Voilà. Voilà. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour parler du chiffrement dans l'Internet des objets, les défis auxquels sa mise en œuvre est confrontée et euh, également les différentes perspectives qui s'ouvrent concernant son application dans l'Internet des objets. Voilà. Donc, nous allons commencer par le chiffrement. Ensuite, je vous présenterai ce que c'est que l'Internet des objets. C'est un terme très populaire de nos jours qui désigne tout ce qui est objet connecté, connectivité sans limite dans nos vies de tous les jours. Alors, qu'est-ce que c'est que le chiffrement? Eh ben, nous allons commencer par une définition toute simple pour ceux qui n'ont jamais entendu ce terme ou qui l'ont entendu qui ne savent pas ce que c'est. Slide suivante. Donc, le chiffrement. Alors, qu'est-ce que c'est que le chiffrement? Ben, le chiffrement vient de l'art de la branche mathématique de la cryptographie, qui est un processus mathématique hein, qui consiste à changer un texte, voilà, ou une donnée, à la transformer en appliquant un algorithme, c'est-à-dire un ensemble de cheminements mathématiques, et en utilisant une clé pour transformer des données lisibles en clair, comme on le sait, des textes, des images, etc., en une version qu'on appelle des données chiffrées, qui est illisible pour une personne ou une entité n'ayant pas la possession de la clé qui a été utilisée pour chiffrer l'information. Voilà, donc on dit en d'autres termes que voilà, l'information est codée cryptée et il faut une clé pour la déchiffrer. Voilà. Donc, c'est tout simple, c'est la définition du chiffrement et ce chiffrement existe depuis l'Antiquité, depuis l'époque des Romains.
Et ça a été mis très en œuvre durant les différentes guerres mondiales et ça a pris beaucoup d'ampleur ces derniers siècles. Slide suivante. Alors, comment le chiffrement est mis en œuvre? Ben, le chiffrement est mis en œuvre en utilisant, comme je l'ai dit tout à l'heure, en appliquant un algorithme et une clé de chiffrement à des données qui sont, qu'on appelle des données en clair, qui ne sont pas chiffrées, qui sont en l'état comme produit. Donc, lorsqu'on applique l'algorithme et la clé, on obtient ce qu'on appelle des données chiffrées que l'on peut soit envoyer par mail ou stocker sur un disque dur ou passer à un autre logiciel qui va travailler dessus. Et pour pouvoir lire à nouveau ces données en clair, pour pouvoir les ramener en clair et pouvoir les exploiter, on applique le même algorithme avec la même clé de chiffrement ou une clé différente. Ça dépend des techniques de chiffrement, mais il faudra un algorithme et une clé pour déchiffrer cette information-là et pour obtenir enfin la donnée en clair. C'est la dernière étape. Donc, première étape, c'est algorithme, clé de chiffrement, on obtient les données chiffrées. Deuxième étape, algorithme clé de chiffrement pour déchiffrer l'information. Donc, le chiffrement, c'est le processus qui fait quitter les données en clair pour obtenir les données chiffrées. Et le déchiffrement, c'est l'action de faire le processus inverse, appliquer des algorithmes mathématiques, des opérations arithmétiques standards. Les mathématiciens savent, moi je ne suis pas mathématicien, je tiens à le préciser, hein. Mais bon, dans la sécurité informatique, on l'applique beaucoup. Donc, on n'a pas à connaître les détails internes, des fois, des différents algorithmes pour pouvoir les utiliser. Voilà. Donc, là, c'est la mise en œuvre simplifiée du chiffrement, euh, comme on peut l'attendre. Alors, slide suivante. Donc, on distingue deux grands groupes, deux grands types de chiffrement depuis le début du chiffrement. C'est depuis le début du chiffrement, c'est que, alors, il y avait tout d'abord le chiffrement symétrique qu'on utilisait, qui consiste à utiliser la même clé pour chiffrer et déchiffrer l'information. Donc, le chiffrement symétrique. Donc, et le chiffrement asymétrique, on verra tout à l'heure, qui utilise une paire de clés, une clé pour chiffrer et une autre pour déchiffrer. Alors, le chiffrement symétrique nécessite que les deux interlocuteurs aient la même clé pour pouvoir communiquer ou lire les données. Donc, on distingue plusieurs algorithmes de chiffrement symétrique, hein, dont les plus connus des deux dernières décennies AES, plus communément connu sous le nom de Advanced Encryption System. Nous avons un autre algorithme qui est très utilisé également, qui est RICH-DAL, et nous avons RC4 et différentes variables. Nous avons aussi DS et triple DS qui ont été abandonnés parce qu'ils sont facilement craquables. Nous avons également Blowfish et énormément d'autres algorithmes de chiffrement symétrique. Voilà. Donc, nous allons maintenant voir ce que c'est que le chiffrement asymétrique. Et le deuxième type de chiffrement employé et qui, lui, nécessite deux clés. Voilà, deux clés, c'est-à-dire que il faut une clé pour chiffrer l'information qu'on appelle la clé publique et une autre clé pour déchiffrer l'information qu'on appelle la clé privée. C'est la raison pour laquelle ce type de chiffrement a été appelé chiffrement à clé publique et il est très largement utilisé dans les infrastructures de sécurité pour
établir la confiance et les échanges sécurisés entre des interlocuteurs qui ne se connaissent pas préalablement. On appelle les infrastructures de cryptographie à clé publique ou les PKI, en anglais, Public Key Encryption Infrastructure. Pardon. Alors, comment ça se passe, le chiffrement asymétrique? Eh bien, chaque entité a ce qu'on appelle une clé secrète, une clé privée. Elle va utiliser pour générer sa clé publique. Et la clé publique, elle l'envoie à son interlocuteur. Chaque entité va partager sa clé publique avec son interlocuteur. L'autre interlocuteur envoie sa clé publique également. Donc, ainsi, on utilise la clé publique du destinataire pour chiffrer l'information, de sorte à ce que le destinataire ne soit le seul à être capable de déchiffrer l'information avec sa clé publique. Voilà. Ce concept a vraiment pris de l'ampleur quand Diffie et Hellman, deux cryptographes très chevronnés, vers la fin des années 70, ont proposé voilà, un algorithme et qui est encore très, très utilisé aussi dans le chiffrement. Et c'est basé, suivant, s'il vous plaît, c'est basé sur, ces deux techniques sont basées sur des techniques mathématiques, des formulations mathématiques assez complexes, de sorte qu'il est pratiquement impossible pour les ordinateurs classiques de pouvoir recalculer la clé privée à partir de la clé publique. Idem aussi pour la clé symétrique. Parce que la clé symétrique a une longueur a une taille de sorte à ce qu'elle soit pas difficile, qu'elle soit pas facilement cassée par un ordinateur qui applique ce qu'on appelle des attaques type force brute en utilisant des combinaisons de clés successives sur des données. Voilà. Suivant. Voilà. Revenez un peu en arrière, s'il vous plaît. Je vais juste. Voilà. Donc, comme algorithme de chiffrement à clé publique, il y a plusieurs algorithmes. Il y a des algorithmes différents. Et les plus utilisés, notamment par tout le monde, ce sont les algorithmes RSA, qui étaient aussi développés à la fin des années 70. Hein. Ce n'est pas des algorithmes de nos jours. Hein. Invest, Shamir et Adelman, c'est le nom des trois inventeurs de cet algorithme qui est très utilisé dans les communications sécurisées, notamment en réseau où on utilise pour sécuriser les communications via SSH. Il y a également les chiffrements à base de courbes elliptiques, qui sont les chiffrements à clé publique, qui sont très légers à mettre en œuvre, mais très difficiles à craquer. Voilà, parce qu'il faut déterminer des nombres sur une courbe elliptique qui prendra beaucoup de temps pour renverser le processus. Suivant. Donc, le chiffrement est très, très important. Alors, de nos jours, pour la sécurité et la confiance sur Internet. Alors, et dans les applications. Donc, il apporte la confidentialité des données. À cet effet, il permet de rendre les données confidentielles lors du transport, du traitement et du stockage et permet et utilisé également pour l'authentification des données. Parce que la sécurité des données comporte la confidentialité, l'authentification et l'intégrité de ces données-là. Alors, comment ça se passe l'authentification? Ben, les données sont chiffrées et authentifiées. C'est-à-dire que un interlocuteur ne va pas accepter une donnée s'il ne connaît pas l'expéditeur et s'il n'authentifie pas au préalable avec l'expéditeur. Il y a des algorithmes pour faire ça également. Et l'intégrité des données, le chiffrement permet d'assurer au sens large l'intégrité. En anglais, on appelle le chiffrement encryption. Dans l'encryption, nous avons également intégrité des données qui consiste à s'assurer que les données sont reçues telles quelles sans aucune modification. Les chiffres, beaucoup de réglementations internationaux ou nationaux sont basés sur le chiffrement, notamment la norme Health Insurance Public Act aux États-Unis et où la norme PCI DSS qui régit les cartes bancaires ou le RGPD qui est le règlement pour la protection des données personnelles en Europe.
Voilà. Donc, l'importance du chiffrement, voilà, ça ne peut pas se limiter à ces quelques points. Il y a plusieurs autres points dont voilà, on ne pourra pas en finir de discuter. Donc, ça nous permet de naviguer en toute sécurité sur Internet. Donc, ça nous permet de naviguer sur Internet en toute sécurité, à utiliser nos noms d'utilisateurs mots de passe sans inquiéter qu'ils seront divulgués, et à utiliser, à mettre en œuvre ce qu'on appelle la signature numérique. Vous savez, la signature numérique, on utilise des certificats numériques pour pouvoir signer les mails, les messages et les documents. Et grâce au chiffrement, notamment le couple de protocoles SSL étaient sous les sécurisés, la navigation web via HTTP et les protocoles d'échange de mails sécurisés également, et ainsi de suite, etc. etc. Suivant, s'il vous plaît. Voilà, encore. Donc, l'une des applications phares également du chiffrement de ces dernières années est la mise en œuvre de ce qu'on connaît tous, qu'on appelle les crypto-monnaies. D'ailleurs, ça tire son nom du chiffrement, qui est basé sur la blockchain, qui est une association de chiffrement, de hachage et d'algorithmes distribués pour pouvoir effectuer du travail et prouver que nous avons trouvé la réponse. Le chiffrement est appliqué dans la vie de tous les jours. Hein, les cartes bancaires, les cartes, notamment équipées de cartes à puce ou les passeports biométriques également, qui contiennent des données chiffrées. Et les différentes messageries sécurisées telles que Signal, Telegram, WhatsApp, et encore, qui utilisent le chiffrement bout en bout, de sorte à ce que les utilisateurs, seuls les interlocuteurs puissent voir les messages échangés, et aussi utilisés dans les gestions sécurisées dans l'Internet des objets, qu'on connaît comme IoT. Voilà, donc le chiffrement, là, nous savons que quelques exemples hein, de chiffrement, il y en a tellement encore. Voilà, donc c'est très important. Alors, le chiffrement dans l'Internet des objets, comment ça se passe? D'abord, il faut savoir ce que c'est que l'Internet des objets. Donc, avec ces 20 dernières années, il y a eu beaucoup d'avancées dans l'électronique, l'informatique embarquée et les communications sans fil. De sorte à ce que l'informatique embarquée et l'électronique embarquée puissent être un, et les communications sans fil également, et notamment la miniaturisation encore facilitée, ce qu'on appelle l'informatique ubiquitaire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'informatique ubiquitaire? C'est le fait que l'informatique soit présente dans tous les compartiments de la vie de tous les jours, dans tous les comportements de la vie de tous les jours, notamment dans les maisons, dans les voitures, dans les téléphones, dans les lieux de travail, etc. Dehors, partout où il y a des outils informatiques, il y a des calculs, etc. Voilà, c'est dans ce cadre que l'IoT a vu le jour, notamment en 99. Le terme a été prononcé pour la première fois en 99 par un monsieur du nom de Ashton, et qui a annoncé avec l'avènement du RFID les grandes lignes qui sont devenues aujourd'hui l'IoT. Tu vois? Donc, IoT, c'est Internet des objets en français, Internet of Things en anglais. Ce terme désigne un ensemble de technologies utilisées ou qui emploient les technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire les télécoms, les réseaux informatiques, etc.,
et pour connecter les objets du monde physique, nos objets quotidiens que vous connaissez, les ampoules, les vannes d'eau, les portails, les prises électriques, les ascenseurs, les actionneurs de machines, les machines à café, les machines à laver, etc. Au monde virtuel qui est le monde Internet que nous utilisons tous les jours, Internet et programmes informatiques, offrir des services évolués et intelligents. Comme service évolué intelligent, on peut citer la surveillance, une maison qui surveille la vie des personnes âgées en cas de chute, en cas de malaise, etc. Ou voilà, des techniques d'agriculture, etc. Voilà. Donc, pour utiliser ces objets-là, les rendre connectés de sorte à ce qu'ils puissent effectuer des calculs, sentir le monde autour d'eux, c'est-à-dire utiliser des capteurs et nous permettre d'exploiter ces données-là pour prendre des décisions plus rapidement. Voilà ce que c'est que l'IoT. Donc, dans l'IoT, nous avons capteurs, nous avons infrastructure de communication et nous avons données, et nous avons système d'analyse des données. Donc, c'est plusieurs domaines d'application de l'IoT. Hein, on en a énormément. Là, il y en a trois, dont la plus connue par tous, c'est la maison connectée et intelligente qu'on appelle la domotique. Nous avons des capteurs de température un peu partout, pour réduire la consommation énergétique, réguler la température dans les maisons, etc. Et piloter la maison depuis la distance pour pouvoir avoir un cadre de vie agréable. Nous avons également la logistique et la gestion de flotte intelligente qui permet de suivre les conteneurs partout dans le monde, les produits, etc., etc. Moyennant plusieurs technologies. Et nous avons également l'agriculture intelligente et connectée hein, qui non seulement utilise des capteurs et des actionnaires pour piloter l'irrigation, etc., mais utilise les données issues de cet environnement pour permettre aux agriculteurs de prendre des décisions leur permettront d'augmenter la productivité agricole. Voilà. Donc, comme on le dit, l'IoT, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les capteurs, les données et les systèmes d'analyse des données. Donc, ce cycle est représenté ici sur ce schéma où nous avons un réseau d'objets dotés de capteurs qui collectent les données et les font remonter par les moyens de communication, hein, que nous verrons tout à l'heure, et qui les feront stocker voilà, dans le cloud. Sous diverses formes, vidéo, texte, nombre, etc. Et ces données dans le cloud sont utilisées par des systèmes d'analyse basés sur l'intelligence artificielle ou tout autre algorithme et qui sont analysés. Voilà, il y a en fonction des analyses et des résultats obtenus, alors les décideurs peuvent prendre des décisions hein, comme voilà, gérer l'énergie, etc. Et parfois même, ça peut envoyer des commandes automatiquement, commandes d'adaptation. Voilà. Comme par exemple, l'utilisateur est proche de chez lui, on ouvre le garage, on met la climatisation en marche, etc. Voilà un peu le principe de fonctionnement. Donc, toute application IoT embarque pour ces trois éléments-là en minimum. Voilà. Alors, l'IoT, le cycle que nous venons de voir en détail repose sur ces infrastructures de communication. Sur les infrastructures, il n'y a pas eu en fait de normalisation d'architecture type pour l'IoT. Plusieurs parties prenantes ont proposé. Et nous avons retenu une architecture à 4 couches où nous avons une couche de sonde, de sondage, des capteurs qui collectent les données et qui les envoie à la couche réseau via des protocoles de communication spécifiquement développés pour l'IoT, notamment les Bluetooth, LoRa, Sigfox, Narrowband IoT qui est basé sur la 4G, le Wi-Fi ou les Zigbee.
Et au niveau de la couche réseau, nous avons des gateways, c'est-à-dire des passerelles IoT spécialement développées pour collecter les données des capteurs et ensuite les acheminer vers Internet. Il y a différents moyens, hein, notamment la 3G, la 4G, ou l'Internet par satellite, ou même la 5G. Et nous avons la couche service qui embarque tout ce qui est stockage et analyse, que nous avons vu tout à l'heure. Et au-dessus, nous avons les applications. Applications de santé, d'agriculture intelligente ou de smart city. Voilà. Là, c'est le principe de fonctionnement type des applications IoT. Donc, ça englobe cette architecture-là. Et le chiffrement, ben, comment on va retrouver le chiffrement dans cette architecture? Restez connectés, nous allons. Donc, l'IoT présente beaucoup de problèmes de sécurité de base parce que, voilà, il y a plusieurs protocoles sans fil qui sont utilisés mais qui ont des vulnérabilités. Et les applications aussi présentent des données attractives, notamment les données de santé. Vous êtes tous au courant que ces dernières années, il y a beaucoup d'attaques informatiques qui ciblent les hôpitaux, les établissements hospitaliers universitaires. Il y a aussi les données sur les maisons des gens pour pouvoir s'y introduire des braquages ou voilà, détourner des voitures, etc., etc. Donc, ce beau mélange plus la faiblesse des dispositifs IoT, hein, oui, ok, suivant. Donc, la faiblesse des dispositifs IoT, notamment qui ont des petits processeurs, etc., qui ont une mémoire limitée et qui ont peu d'énergie disponible, parfois sont déployés dans des endroits très éloignés, et une attractivité particulière pour les pirates informatiques. Parce que ces objets-là sont des portes d'entrée à des plus grandes infrastructures. Et il y a eu beaucoup d'attaques qui ont eu pour départ le piratage des objets connectés. Voilà. Suivant. Alors, et le chiffrement dans tout ça. Comment le chiffrement est appliqué dans l'IoT? Le chiffrement a plusieurs applications dans l'IoT, dans la sécurité de l'Internet des objets, notamment en premier lieu en permettant l'authentification mutuelle des différents dispositifs et des applications IoT. Quand je dis dispositif, je parle de tout ce qui est capteur, hein, montre connectée, porte connectée, etc., etc., plus connecté. Tout ce qui est dispositif, ces petits équipements-là dotés de capacité de calcul et de stockage. Et nous avons ces dispositifs-là utilisent le chiffrement pour pouvoir s'authentifier avec les applications et pouvoir échanger. Et ensuite, nous avons la mise en œuvre de la confidentialité des échanges de ces dispositifs pour que les données ne soient pas capturées et permettre le suivi, par exemple, l'espionnage, et ainsi de suite. Et nous avons le chiffrement également mis en œuvre dans l'IoT, dans ce qu'on appelle la gestion des autorisations. Parce que une application IoT peut avoir plusieurs utilisateurs et chaque utilisateur, tous les utilisateurs n'ont pas les mêmes droits pour pouvoir accéder à tel ou tel équipement ou à telle ou telle information venant de telle ou telle application. Ensuite, nous avons différentes applications aussi, notamment la sécurité des données lors du traitement ou au repos, c'est-à-dire au stockage. Les données seront stockées dans le cloud et chiffrées sorte à ce que même si piratage il y a, que les données ne soient pas exploitables par les pirates informatiques. Bon. Oui, je vais y aller. Alors, actuellement, donc, il y a eu beaucoup de problèmes, mais dès le départ, les chercheurs se sont intéressés, les chercheurs pas seulement, et l'industrie également, notamment les grands fabricants tels que Samsung, Apple, etc., ou d'autres fabricants d'équipements et des capteurs,
sont intéressés à comment la cryptographie peut être intégrée dans l'IoT tout en permettant des performances accrues sans jouer sur les performances de ces équipements-là. Donc, il y a eu beaucoup d'avancées, il y a eu beaucoup de choses. Actuellement, nous avons sur beaucoup de dispositifs des plateformes matérielles de cryptographie intégrées pour accélérer les opérations mathématiques. Et la cryptographie, c'est que lorsqu'on fait le chiffrement, il y a pas mal d'opérations d'addition, de multiplication, de coûts exclusifs, logiques, etc. Et ces opérations-là prennent du temps sur ces dispositifs qui ont peu de capacité. Donc, il y a pas mal d'équipements qui intègrent des modules pour accélérer les opérations cryptographiques. Et nous avons des systèmes d'exploitation spécialisés, notamment Contiki et ARM, par exemple, ARM Embed, qui sont développés spécialement pour l'IoT et qui intègrent beaucoup de bibliothèques de cryptographie allégées et qui sont adaptées à l'IoT. Mais ce n'est pas suffisant. Et nous avons également ce qu'on appelle la notion d'enclave matérielle sécurisée ou les zones d'exécution de confiance qui permettent notamment basé, il y a pour Intel, hein, mais comme Intel n'étant pas dans l'IoT, n'étant pas fortement présenté dans l'IoT, ARM qui propose beaucoup d'outils dans ce domaine. Nous avons par exemple ARM Trust Zone, qui va prendre un matériel, un socle, une puce spéciale IoT et divisée en deux grandes parties. Notamment, l'autre partie va être utilisée comme enclave matériel sécurisé de confiance pour exécuter tout ce qui est opération cryptographique sensible, tandis que l'autre zone non sécurisée va être utilisée pour les opérations normales du système. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait et qui continue à être fait concernant l'environnement de sécurité de l'IoT. Suivant. Alors, maintenant, côté sécurité des communications, il y a eu plusieurs. Nous avons vu que tout à l'heure, entre la couche capteur et la couche réseau, il y a des protocoles de communication qui sont proposés, dont les plus connus sont LoRaWAN, LoRa, et qui utilisent le chiffrement, qui proposent dans les protocoles proposés, qui proposent dans le protocole LoRaWAN, il y a l'authentification mutuelle sécurisée et le chiffrement qui est proposé, le chiffrement Bamboo. La norme 802.15.4 qui est utilisée, qu'on appelle Wireless Personal Area Network, qui a sa variante 4, qui est très utilisée dans les réseaux des capteurs et qui est ouvert, et son équivalent fermé industriel, qui est la norme Zigbee, qui est le protocole Zigbee propriétaire, prévoit le chiffrement au niveau de la couche basse, comme LoRa, mais n'implémente pas d'office. La norme Bluetooth Low Energy également proposée pour les dispositifs tels que les montres connectées, etc., prévoit également le chiffrement au niveau de la couche basse, mais voilà, il faudra l'implémenter lorsqu'on utilise ces dispositifs-là. Donc, principalement, au niveau des couches basses, c'est-à-dire la couche physique, quand je dis couche basse ici, je parle de lorsqu'on prend un dispositif connecté ou les ordinateurs, etc., il faut savoir que les données sont générées, impactées et transformées en signaux électromagnétiques lorsque c'est sans fil pour être transmis. Donc, les couches basses sont les niveaux voilà, ce sont les couches des protocoles de communication qui sont chargés de cette transformation en ondes électromagnétiques, adaptation et transformation en ondes électromagnétiques, adressage pour pouvoir transmettre et recevoir les données. Voilà. Donc, principalement, on utilise AES, bien sûr, sa variante 128 bits, c'est-à-dire 128 bits, c'est la taille de la clé, ou 256, mais c'est très rare, très très rare de trouver AES 256, sauf si les dispositifs sont de grande capacité, tels que les Opera, etc. Suivant.
Toujours dans l'IoT, maintenant, le chiffrement dans l'IoT. Voilà, le chiffrement est appliqué en dehors des couches basses. Il est appliqué au niveau des échanges sécurisés, au niveau des couches applicatives, c'est-à-dire les couches qui permettent aux applications que nous allons développer, que vous allez développer, pour pouvoir s'intégrer avec d'autres applications. Voilà. Nous avons notamment le protocole MQTT qui est utilisé, très utilisé dans l'IoT, et le protocole CoAP également qui est utilisé et qui sont souvent basés sur TLS ou DTLS. Voilà. Comment ça se passe? Alors, MQTT, c'est le protocole qui permet d'échanger les informations en utilisant les mécanismes de PubSub, c'est-à-dire PubSub, c'est publier et souscrire. C'est-à-dire, lorsque nous avons une entité qui est là, qu'on appelle le courtier, il va recevoir les messages et par ceux qui publient et envoyer à ceux qui ont souscrit à ces messages-là. Et nous avons également CoAP qui est basé à peu près sur ce qui est un équivalent de HTTP, mais très allégé pour les dispositifs connectés et qui utilise les échanges basés sur la philosophie REST. C'est-à-dire, la philosophie REST, ceux qui font le développement web savent ce que je veux dire. C'est-à-dire que, voilà, pour lire les données, on envoie des requêtes, soit GET ou POST ou delete, etc. Voilà, donc ces échanges-là, les protocoles MQTT ou CoAP utilisent TLS, que nous avons vu tout à l'heure, qui est largement utilisé dans la navigation web, etc., ou DTLS, qui est la version UDP de TLS développée spécialement pour les objets contraints. Et nous avons un framework, voilà, un standard qu'on appelle le framework ACE, qui est développé par l'IETF, l'organisation internationale, groupe de travail international qui régit tout ce qui est protocole Internet, hein, IETF, et ACE, qui est le sigle Authentication and Authorization for Constrained Environment, qui est utilisé pour permettre l'authentification et l'échange sécurisé basé sur les dispositifs contraints. Alors, pourquoi toujours dispositifs contraints? Parce que dans l'IoT, tout ce qui est au niveau capteur et dispositifs qui embarquent ces capteurs-là, ils ont peu de capacité de stockage, de calcul, et aussi ils ont peu d'énergie, qui fonctionnent généralement avec des piles ou des petites batteries lithium qui, voilà, qui sont conçues pour fonctionner pour 5 ans, 10 ans sans être déchargées. Donc, il faut utiliser des techniques qui permettent d'exploiter ces faibles capacités-là. Voilà, sans trop décharger les équipements. Et voilà, les recherches vont dans ce sens. Donc, les échanges sécurisés au niveau applicatif, on a MQTT et CoAP. Il y a d'autres protocoles, hein, il y a plusieurs protocoles propriétaires, mais ces deux-là sont très dominants dans le domaine. Ils utilisent deux philosophies différentes, notamment pull request et PubSub. Suivant. Donc, le chiffrement est utilisé à ce niveau-là. Donc, peut-être le souci avec TLS et DTLS pour ces équipements, c'est que nous avons remarqué dans nos travaux, nous allons voir tout à l'heure, je vais l'expliquer tout à l'heure. Voilà. Donc, il y a également, nous avons vu que tout à l'heure, dans le fonctionnement d'une application IoT, les données, une fois collectées, sont stockées dans le cloud pour être traitées, que ce soit cloud privé ou chez Amazon Web Services ou Microsoft Azure ou Cloud Platform. Voilà, les données, la sécurité des données doit être assurée absolument. Donc, ceci n'est pas la responsabilité des fournisseurs cloud. Lorsqu'on envoie les données dans le cloud, on est responsable de la sécurité de ces données-là. Le fournisseur cloud, lui, est responsable de s'assurer la disponibilité de vos données. Et c'est à vous ou aux développeurs de s'assurer que ces données sont chiffrées. Une fois qu'il s'est fait pirater ou etc., ben voilà, que ces données ne sont pas accessibles ou lisibles. Donc, les données doivent être chiffrées au repos, etc., via les algorithmes que nous avons vus, hein, les algorithmes tels que AES, RINDEL, etc. Donc, pourquoi à chaque fois on dit, lorsqu'on parle de chiffrement des données au repos, on parle de chiffrement symétrique parce que à ces niveaux, les algorithmes de chiffrement symétrique sont beaucoup plus performants
pour le stockage des données, les données de quantité importante, que les algorithmes de chiffrement asymétriques, qui sont par ailleurs plus performants aussi dans les cas où on doit échanger les clés sans que les destinataires ne se connaissent. Voilà. Donc, voici comment tout cela fonctionne. Donc, le chiffrement asymétrique, par exemple, utilisé dans TLS, Transport Layer Security, eh bien, va utiliser le serveur va avoir, le serveur HTTP ou web, etc., va avoir un certificat délivré par une autorité de confiance. C'est basé sur une infrastructure à clé publique. Et ce certificat va comprendre la clé publique du serveur, les algorithmes de chiffrement symétriques que supportent les serveurs et les algorithmes de chiffrement asymétriques que supportent le serveur. Donc, c'est au client web, aux ordinateurs, de savoir quel algorithme utiliser. Ces algorithmes-là sont généralement sécurisés et ils vont utiliser les techniques de chiffrement asymétriques pour chiffrer la clé utilisée pour chiffrer les données. Voilà. Donc, il y a un double chiffrement en fait lorsqu'on utilise HTTPS via TLS. C'est-à-dire les données sont cryptées et chiffrées avec, un chiffrement symétrique, pardon, et la clé de chiffrement symétrique est alors cryptée en utilisant le chiffrement asymétrique tel que le chiffrement à courbe elliptique, RSA ou gamma. Voilà. Donc, c'est ça, tu vois. Donc, maintenant, nous avons vu les applications de l'état des lieux de chiffrement dans l'IoT, mais il se trouve qu'il y a beaucoup de défis à relever. Notamment, nous avons parlé des capacités restreintes de ces dispositifs-là. Hein. Ils ne sont pas aussi puissants que les intercores i5, etc., qui ont accès énergie qui épuisent des batteries très rapidement, qui ont beaucoup de mémoire RAM vive, etc., et qui ont un accès permanent à l'énergie. Et voilà, les objets connectés sont limités, sont contraints. Donc, il y a eu des implémentations des algorithmes de chiffrement adaptés. Il y a plus d'une soixantaine d'algorithmes de chiffrement, spécialement proposés pour l'IoT. Mais il y a que quelques algorithmes qui ont vraiment été retenus, notamment en réduisant leur taille des clés et les primitives cryptographiques pour qu'ils gardent une sécurité suffisante. Mais les défis, non seulement lorsqu'on applique ces algorithmes allégés à l'IoT, on se rend compte que souvent l'implémentation correcte de ces algorithmes de chiffrement en termes de pratique pose problème. Très souvent, on retrouve des vulnérabilités découvertes. Donc, c'est pour cela que les chercheurs n'arrêtent pas, surtout les chercheurs en cryptographie, n'arrêtent pas de chercher à chaque fois. Dès qu'il y a un nouvel algorithme qui est proposé allégé, il y a des chercheurs qui essaient de le casser et trouver des moyens pour l'améliorer, etc. Et il y a également la correction des vulnérabilités découvertes. Donc, ça aussi, c'est un défi. Donc, lorsqu'on met l'environnement, on met en place, on propose des applications IoT, on doit pouvoir proposer, c'est un défi de proposer des systèmes de mise à jour des dispositifs, notamment en utilisant les mises à jour on-the-air, OTA, très connues dans les domaines d'électronique et informatique embarquée, consiste à diffuser les mises à jour via des dispositifs, mais ils sont très contraints. Voilà. Et on est également confronté à l'utilisation accrue du chiffrement à courbe elliptique parce qu'il faut augmenter l'utilisation de ce chiffrement-là qui est très, très facile à mettre en œuvre avec des clés jusqu'à 256 bits et qui est facile à mettre en œuvre dans le dispositif. Hein. Si on prend l'exemple d'un chiffrement à clé à courbe elliptique, notamment ECIS, qui est Elliptic Integrated Encryption Scheme, ECIS, qui est bien connu dans le domaine, eh bien, la taille de la clé 256 ECIS correspond à 4096 de RSA. Voilà. Donc, connaisseur
falsifier ça. Donc, ça veut dire qu'avec une taille de petite, avec une clé de petite taille, il a, voilà, revenez s'il vous plaît, il a un niveau de sécurité équivalent. Donc, nous avons également d'autres défis, notamment des problèmes de sécurité physique. Lorsque souvent les objets sont déployés dans des environnements très éloignés, donc on peut les capturer. Et il y a une attaque qui réussit particulièrement bien, qui consiste, même si le chiffrement est appliqué, eh bien, les uns et les autres peuvent utiliser des appareils pour pouvoir sonder les fréquences qui sortent. Lors des opérations cryptographiques, ils arrivent à détecter les différentes opérations et à deviner les données qui sont faites. On appelle l'attaque par canaux cachés. Voilà. Et nous avons l'informatique quantique, voilà, qui commence à avoir des résultats et qui promet de casser facilement les techniques mathématiques très compliquées mises en œuvre dans les algorithmes de chiffrement. Voilà, là, ce sont plusieurs défis suivants. L'informatique quantique, si vous ne le savez pas, c'est l'informatique qui mélange mathématiques, physique quantique et chimie, etc., pour pouvoir transposer les données et utiliser les différents états quantiques pour décupler les puissances de calcul des ordinateurs. Ils utilisent notamment les qubits. Donc, nous avons essayé de répondre à certains défis de ces instruments-là dans les publications, notamment en proposant, au lieu d'utiliser TLS qui est très gourmand en énergie, nous avons proposé dans un de nos articles, CETICUM, qui a été publié en 2021, qui utilise un mécanisme de sécurisation de la charge utile. La charge utile, en d'autres termes, c'est le payload des informations du protocole MQTT. Les objets peuvent s'échanger avec, voilà, avec le serveur d'application de manière sécurisée et de manière allégée, sans consommation d'énergie supplémentaire et tout en gardant les mêmes performances. Tu vois? Donc, nous avons proposé ça et c'est publié en 2021. Donc, ci-contre, nous avons la figure des objets et la communication sécurisée. Et il y a un autre défi qui est l'intégration de la blockchain et de l'Internet des objets. Il y a énormément de travail qui a été fait dans ce cadre-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la blockchain utilise des algorithmes très puissants qui ne sont pas directement implémentables sur les dispositifs. Donc, nous avons choisi d'utiliser la blockchain comme serveur d'autorisation confiance, puisque un serveur d'autorisation central est source de problèmes. Donc, le chiffrement est utilisé dans les échanges ici. Toutes les échanges sont sécurisés par des algorithmes de chiffrement. Et la solution a été publiée en 2021, aussi fin 2021, dans le sens. Bon. Alors, suivant. Maintenant, les perspectives du chiffrement il y a de belles perspectives quand même. Après le tableau que j'ai fait, les perspectives ne sont pas tristes. Notamment, on parle de chiffrement homomorphe depuis plusieurs années déjà. Ça existe il y a longtemps, mais techniquement, ce n'était pas encore possible. Mais avec la miniaturisation, beaucoup de choses commencent à devenir possibles et qui permettent d'effectuer des opérations sur les données chiffrées, notamment les opérations d'addition, de multiplication, sans déchiffrer les données. Donc, traiter les données tout en étant sécurisé. Et nous avons, pour répondre au problème d'informatique quantique, qui a été plusieurs années, qui a eu des recherches déjà, notamment lancées par le NIST aux États-Unis, qui consistait à trouver des algorithmes de chiffrement qui pouvaient résister aux ordinateurs quantiques. Par exemple, il y a des promesses, il y a déjà des algorithmes qui ont été implémentés et les uns disent que c'est bon, notamment l'algorithme N-True, N Truncated Polynomial Ring Units, qui a été proposé en 1996, mais qui est tombé dans le domaine public en 2017, 20 ans après, et qui promet d'être un algorithme de passe aujourd'hui et qui est facilement adaptable aux équipements IoT parce que ça utilise des primitives polynomium de puissance assez raisonnable. Tu vois. Donc, on a d'autres perspectives, hein, notamment avec comme j'ai dit, la miniaturisation commence à aller très loin. Quand on voit tout ce que fait la société TSMC avec des gravures sur
nanomètres, 5 nanomètres, etc. Donc, on peut avoir des dispositifs encore plus petits et très puissants, voilà, dans un avenir très proche, et qui permettront aussi d'augmenter la capacité de ce dispositif-là et de pouvoir exécuter des algorithmes de chiffrement plus puissants tels que AES 256 ou 512. Voilà. Suivant. Voilà. Donc, nous voilà arrivés au terme de cette présentation concernant l'application de l'IoT. Et voilà, nous vous remercions pour votre attention. Merci. Voilà, Malik, j'ai fini. Donc, je vais passer à la séance. Merci Tidjani. J'espère que les gens ont suivi avec intérêt cette présentation aussi brillante que fournie, qui a fait le tour de la question du chiffrement jusqu'à l'Internet des objets, les différents défis, les perspectives, les types de chiffrement. Donc, j'espère que nos membres, les membres de ISOC qui ne sont pas informaticiens, électroniciens ou télécommunicants n'ont pas été trop noyés et le rythme était vraiment bien cadencé. Et merci vraiment, Yannick. Maintenant, nous allons passer à la phase des questions. Dans ceux qui ont des interrogations peuvent lever la main et comme ça, nous allons leur donner la possibilité de poser des questions. À vous, l'antenne. Ou bien c'est tellement compris que c'est pas la peine. Allô, En tout bonsoir. cas, soit, si c'est comme Allô, ça, bonsoir. soit. Oui, bonsoir. Ouais. Docteur Silla, c'est Kassamara. Ah oui, Kassamara, comment allez-vous? Ouais, vous allez bien? Bien, merci. Donc, je vous remercie pour votre présentation. Merci bien. Voilà, moi, je ne suis pas spécialiste en la matière, hein. Je ne suis ni informaticien, ni électronicien, ni, comment on appelle, ingénieur en télécom. C'est vrai. Voilà, mais je m'intéresse un peu à tout ce qui est nouvelles technologies et consomme. Ouais, ça, c'est vraiment bien. Voilà, je suis dans le domaine de l'eau, comme vous le savez. Oui, oui, c'est vrai. D'accord, donc j'ai suivi avec intérêt ce que vous avez présenté. Mhm. Maintenant, la question que je me pose, quelle est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine du chiffrement, comme vous n'en avez pas parlé? Ah ben, très bonne question. En fait, Voilà. l'intelligence artificielle est utilisée dans le chiffrement. Les premiers résultats ont commencé à apparaître en 2017-18, mais ce n'est pas encore arrivé dans l'IoT parce que j'en ai pas parlé, c'est parce que ce n'est pas encore arrivé dans le domaine de l'IoT. C'est-à-dire, on essaie d'adapter les clés de chiffrement de sorte à ce que soit pratiquement impossible, même si on devine la clé, dans une étape, on n'arrive plus à déchiffrer voilà, les informations. Mais ça demande beaucoup de capacité de calcul que les dispositifs IoT n'ont pas. Voilà.
Et ça peut, c'est dans les perspectives, mais à ce niveau-là, on n'en parle pas pour le moment. Donc, les cryptographes travaillent dessus, hein. Il y a 2019-20, j'ai suivi une présentation qui consistait à utiliser l'apprentissage profond dans un algorithme de chiffrement. C'était tellement compliqué. Déjà, à comprendre l'apprentissage profond, à comprendre le chiffrement et utiliser ces deux-là pour pouvoir chiffrer les informations. Ça se fait, hein, ça se fait. Il y a la recherche dessus. Voilà. Ça se fait, mais ça reste toujours dans le domaine de la recherche entre les cryptographes. Ils sont dessus. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Allô? Oui. Barry, c'est bon? Barry. Allô? Oui, allô, Barry, vous nous avez Voilà. entendu? D'accord. Donc, ma deuxième question, Oui, en fait, en tant que profane, je sais que souvent, pour crypter certains logiciels, oui. il y a des clés numériques et pour d'autres, il y a des clés physiques. Sans les clés physiques, là, on ne peut pas, comment on appelle, il est impossible d'activer ces logiciels-là. Est-ce que En si, effet, voilà, les clés physiques, la différence entre les clés physiques et les clés numériques, si vous pouvez nous édifier sur ces trucs, nous, en tant que profanes en la matière. oui, oui, oui. Tu viens de poser une très bonne question. Oui, oui, Tijani. oui, Barry, est-ce que vous Oui. pouvez vous présenter? Ah, d'accord. D'accord. Moi, je suis Barry Kassamara, je suis ingénieur hydraulicien et hydrologue. Donc, je suis responsable du barrage de Makala à l'Office du Niger. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Maintenant, j'espère que vous n'allez pas nous couper l'électricité quand même. Hmm? Non, 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 non. Moi, je ne gère Si pas vous êtes, l'électricité. si vous êtes... Ça, c'est à l'IDEM. Pour nous, c'est uniquement l'eau. Ah, d'accord, ok. Nous n'avons pas de centrale électrique ici. Ok. Ouais. Maintenant, c'est bon, parce que c'est bon de cerner la personne. Ouais. Et Tijani, oui, vous avez la parole. voilà. Donc, OK, merci Malik. Alors, les clés physiques pour se connecter au logiciel, les clés numériques. Donc, par clé numérique, tu parles bien des chaînes alphanumériques que tu utilises pour activer un logiciel. C'est bien cela. Ouais. Voilà. Donc, ces clés-là, en fait, quand on prend les clés numériques d'abord, je vais commencer par les clés numériques. Ben, c'est des clés qui sont générées par des algorithmes qui sont propriétaires aux fabricants de logiciels. Ils utilisent bien sûr les techniques de chiffrement, etc., pour pouvoir activer le logiciel. Mais quant aux clés physiques, ils embarquent en fait des modules, des cartes à puce et, qui incorporent déjà, parce que les cartes à puce, c'est des ordinateurs très, très miniaturisés qui sont capables de faire des opérations pour générer la clé qui sera capable d'activer le logiciel. Voilà. Les clés, la carte à puce sont encore plus sécurisées que les clés numériques. Je donne un exemple de carte à puce. Il y a beaucoup d'organisations pour s'authentifier sur leurs ordinateurs. Ben, il vous faut une carte à puce sur laquelle on grave vos clés cryptographiques d'authentification. Sans cette carte-là, vous ne pouvez même pas vous connecter à votre ordinateur, à fortiori de travailler. Voilà. Donc, les cartes à puce physiques, notamment les clés, il y a même les clés Google Authenticator qui sont là, qui vous permettent de sur le système déchiffrer les logiciels. D'accord. OK. D'accord. Merci bien. Maintenant, la dernière question, Oui. si vous permettez. Bon, vous avez parlé des ordinateurs quantiques. Je pense que ça, c'est un peu l'avenir de la technologie. Hein. Si j'ai reçu de bonnes informations, hein.
sais pas. Et quel serait, comment on appelle, le chiffrement, ça veut dire l'avenir du chiffrement avec les ordinateurs quantiques, pour vous? Voilà, très bonne question. En fait, l'avenir du chiffrement, il y a deux avenirs du chiffrement avec les ordinateurs quantiques. Il y a deux avenirs. Soit il y a une première, il y a une branche qui découle du chiffrement qu'on appelle la cryptographie quantique, qui consiste à chiffrer l'information. Et si vous essayez de déchiffrer l'information sans avoir la clé, elle est directement détruite parce que vous ne connaissez pas les états quantiques, etc., l'histoire de transposition. Bon, l'informatique quantique est trop compliquée. Moi, je ne saurais pas bien l'expliquer. Et il y a l'utilisation des ordinateurs quantiques pour casser les mathématiques qui sont derrière le chiffrement actuel. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a beaucoup de craintes, notamment des nations qui essayent surtout de posséder toute l'information disponible, hein, les États-Unis, etc., j'en passe, et qui mettent en place n'importe quel moyen pour pouvoir casser toute communication sécurisée, de sorte à pouvoir l'espionner. Alors, ces genres d'ordinateurs, jusque-là, les ordinateurs quantiques ne sont pas arrivés à ce stade, mais dès qu'il y a les premiers ordinateurs quantiques qui réussissent, sont en train de démontrer, d'après les publications, des capacités qui sont inquiétantes. D'où la nécessité de créer et de trouver de nouveaux algorithmes, de nouveaux algorithmes de chiffrement post-quantique. C'est pour ça que j'ai parlé dans les perspectives. Il y a des algorithmes qui ont été adoptés, qui sont résistants aux ordinateurs quantiques. Voilà. Donc, c'est ça, quoi. C'est de trouver des algorithmes qui sont capables de résister aux ordinateurs quantiques. Ça, c'est d'un côté. Et d'un autre côté, c'est le développement d'algorithmes de cryptographie quantique. La Chine, par exemple, est très en avance dans le domaine. Il y a beaucoup d'États qui font des recherches là-dessus. Voilà, le chiffrement quantique. Je ne sais pas en dire plus. Tout ce que je sais dessus, c'est que quand vous interceptez une information, vous essayez de la lire, elle se détruit automatiquement. Parce que vous ne connaissez pas les différents états quantiques, etc., qui ont été utilisés pour la cryptographie, donc vous ne pourrez pas la lire. C'est ça. Et aussi, voilà, c'est tout, quoi. Ok, d'accord, c'est bien compris. Je vous remercie. Merci, Kasamara. Kouyaté, je vois la main de Kouyaté. Merci beaucoup, Malik. Merci beaucoup au présentateur pour sa brillante présentation. Je voudrais, avec la permission du modérateur, de faire réagir Dr Ousmane Tessa, qui nous suit depuis le Niger. Je ne sais pas si il est... Monsieur Tessa, vous êtes là? Allô, monsieur Tessa? Apparemment, il n'est pas peut-être à côté de l'ordinateur. OK. J'ai une question pour le présentateur. En fait, par rapport au chiffrement asymétrique, on sait qu'il y a une clé publique et puis une clé privée. Supposons par exemple que j'applique un algorithme de chiffrement asymétrique à une information qui est destinée par exemple à deux personnes. Maintenant, ces deux personnes vont utiliser la même clé publique. Mais est-ce qu'au niveau des clés privées, ce seraient les mêmes clés? Ou bien chaque personne va disposer de sa clé privée? Alors, ça, c'est une bonne question. Déjà, pour pouvoir faire ça, non, c'est pas possible de faire ça déjà. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la clé publique de chacun pour chiffrer l'information et chacun utilisera sa clé privée pour déchiffrer l'information. Donc, on chiffre l'information différemment avec des clés selon les interlocuteurs. Voilà. C'est-à-dire, l'information destinée à Malik sera chiffrée avec la clé publique de Malik. Et l'information, par exemple, destinée à moi sera chiffrée avec ma clé publique. Et arrivé à destination, chacun déchiffre avec sa clé publique.
D'accord. Maintenant, la, la seconde question, c'est par rapport aux portes dérobées. Est-ce que réellement le concept de porte dérobée n'est pas une faille? C'est-à-dire dans tout ce qui est chiffrement, cryptage, cryptologie et autres. Parce que du moment où il y a une possibilité, l'information elle est chiffrée pour qu'on n'y puisse pas accéder. Mais du moment où le concept des portes dérobées qui existent, qui souvent, bon, avec des problèmes, les autorités peuvent utiliser pour pouvoir accéder à l'information ou bien pour pouvoir déclencher, par exemple, des alarmes et consorts. Est-ce que, de ce point de vue, on ne peut pas considérer les portes dérobées comme étant une faille dans le chiffrement? C'était ma deuxième question. Très bonne question. C'est une faille. C'est une faille. Juste quand elle est connue, elle devient une faille. Mais tant qu'elle ne connaît pas, on ne saura pas que c'est une faille. Mais c'est bien évidemment une faille, puisque ça permet, comme tu l'as dit, à des gouvernements, voilà, à des gens qui ne sont pas de bonne intention d'accéder à l'information. Voilà. Donc, dans les techniques les plus connues, c'est ce que les chercheurs ils essayent de faire depuis des décennies, d'essayer, dès une technique de chiffrement, un algorithme de chiffrement devient un algorithme reconnu par tous que c'est bon, ils essayent à chaque fois de rechercher des portes dérivées. Là où les portes dérivées peuvent subsister, c'est les équipements, par exemple, qui emploient ces chiffrements-là et voilà, qui ont été vendus par tel ou tel. Il y a il y a des possibilités à ce niveau-là qu'ils installent des portes dérivées. C'est-à-dire que les données, avant d'être chiffrées, ils sont retransmises, et voilà, mais il y a possibilité qu'il y ait une porte dérivée dans l'algorithme de chiffrement que, quelle que soit la donnée, on applique une clé et elle déchiffre la donnée. Ouais, c'est possible qu'il y ait, et c'est une faille. C'est une faille énorme et c'est une crainte qu'il faut avoir. Ouais. Donc, comme on le dit, aucun système n'est à 100% sûr. OK. D'accord, c'est ça que je voulais savoir. Je vais encore tenter si le docteur Tessa est là. Docteur Tessa, est-ce que vous êtes là? Vous êtes avec nous? Vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Docteur Tessa? Ok, je crois peut-être qu'il n'est pas disponible. Alors, si, je suis là. Vraiment un grand merci pour le présentateur. Je m'appelle Dr Tessa. Je suis enseignant-chercheur à l'université Aboumouni de Niamey. Par le hasard des choses, j'ai rencontré Bakary, je ne sais plus depuis combien d'années, et il a accepté de m'intégrer dans la liste ISOC Mali. Et depuis lors, je suis régulièrement les webinaires dont Bakary a l'initiative. Et je tiens vraiment à remercier le présentateur pour sa capacité pédagogique d'expliquer très, très simplement ce mécanisme de cryptographie qui utilise des outils puissants de théorie des nombres pour lesquels, pour tous ceux qui ont en mathématiques et surtout en algèbre ont été confrontés à ça, comprennent bien les difficultés que, à l'heure actuelle, les ordinateurs classiques ont pour pouvoir casser les clés. Mais j'ai été très, très satisfait de sa dernière partie quand il dit que l'informatique quantique est en train de pointer son nez. Si l'informatique quantique est en train de pointer son nez et que les mathématiciens ne prennent pas garde pour pouvoir améliorer et mettre en place de nouveaux comment dirais-je, outils, ben, ce sera fini pour la cryptographie. Mais je compte sur eux. Je compte sur eux pour mettre en place de nouveaux outils de cryptographie. Et là, vraiment, je suis très, très satisfait. Surtout la manière dont les données, parce qu'en réalité, pour casser une clé, c'est qu'il faut avoir une information.
et la traiter. Oui. Et je pense que, comme il l'a dit, les perspectives que doivent avoir les mathématiciens, c'est de faire en sorte que, une fois qu'un ordinateur quantique essaie de faire un premier test, il faudrait qu'en échouant, qu'il ne puisse pas capitaliser les informations préalables pour pouvoir revenir. Et c'est en fait là que j'ai apprécié beaucoup la question de l'hydraulicien, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est derrière ça. L'intelligence artificielle, sa grosse capacité, c'est de récupérer toutes ces informations. Exactement. Et de les utiliser peut-être un jour contre la cryptographie. Il faudrait absolument que les uns et les autres y pensent, quoi. Et bon, mais je vous imaginez un peu, celui qui travaille dans le barrage, vous imaginez les objets connectés qu'ils ont. Et s'il est facile de pouvoir prendre la main du barrage, lui, il s'occupe de l'écoulement d'eau. Mais peut-être que les vannes vont être renversées et que l'eau va aller dans l'autre sens. Donc vraiment, en fait, pour me résumer, je remercie vraiment Isaac Mali pour ces initiatives-là. Et chapeau à tout le monde, à tous les participants. Merci beaucoup. Ok, Merci beaucoup, Dr Tessa, et merci beaucoup pour votre clarification supplémentaire. Ok, merci, moi j'en ai fini. D'accord. D'accord. Merci, docteur, de nous suivre depuis Niamey. Et il y a d'autres questions? Je ne vois pas de main. Je ne vois pas de main également, apparemment. Tout est clair. Et quand c'est clair, là, le message facilite et puis on n'a rien à dire. Ah, il y a Oui, quelqu'un qui... Jafar. Bonsoir à tous. Oui. Bonsoir. Je me présente, je me nomme Aïchata Jafar Sanogo. Merci, Monsieur Silla, pour votre présentation. J'ai une question pour vous. Comment les utilisateurs peuvent comment les utilisateurs peuvent-ils s'assurer que leurs communications en ligne sont sécurisées grâce au chiffrement? Très bonne question. Alors, il y a des moyens simples pour savoir si nos informations sont sécurisées, mais pas tout le temps. Tout le temps, parce que le cas le plus simple où on peut savoir tout de suite que nos communications sont sécurisées, c'est la navigation web. Alors, dans la navigation web, vous avez dans la barre d'adresse, juste à côté de l'adresse du site, il y a un petit cadenas qui sera visible pour afficher, pour vous dire que la navigation web que vous êtes en train de faire actuellement est sécurisée. D'accord? Mais en dehors de la navigation web, pour savoir que les informations sont sécurisées, les communications sont sécurisées, vous pouvez, soit vous êtes informaticien, vous mettez en place des outils qui capturent les données qui transitent et vous essayez de voir si elles sont chiffrées ou pas, ou vous faites confiance au développeur, au fournisseur de l'application qui dit que mon application est sécurisée. Sinon, en tant que personne lambda, sur la navigation web, c'est facile de le savoir. Mais pour les autres applications telles que WhatsApp, Telegram, etc., c'est pas possible. Sauf si non, c'est pas possible de le savoir pour une personne lambda. Il faudrait mettre en place des moyens pour capturer les informations qui transitent. C'est possible, hein? Il y a un logiciel qui est Wireshark. Il suffit de le mettre sur ordinateur, de partager sa connexion ordinateur avec le téléphone, de sorte à ce que les communications, par exemple, du téléphone passent par l'ordinateur et là, vous capturez toutes les informations de cette communication et vous essayez de voir si vous pouvez les lire ou pas. Si vous ne pouvez pas les lire, que vous voyez que des échanges d'adresses, etc., c'est que la communication est sécurisée. Ça, c'est un moyen de le faire.
C'est vraiment, c'est une bonne question, hein. Comment on sait que les informations sont sécurisées? Très bonne question. D'accord, merci. J'ai une autre question pour vous. Oui. Euh, Quels sont les risques potentiels liés au chiffrement, comme la vie privée ou la sécurité nationale? Alors, risque, rapport à nager, ou les avantages, ou tu veux dire les risques? Alors, les risques pour la sécurité nationale, ben, il y a des risques. Par exemple, des terroristes peuvent utiliser des communications sécurisées pour échanger et planifier des attentats sans que l'on sache. C'est justement l'argument principal qu'utilisent beaucoup de gouvernements pour militer contre le chiffrement à l'échelle mondiale. Voilà, dans les différents, notamment les pays comme la Grande-Bretagne, etc. Ils se disent que les informations doivent être, on doit accéder à avoir toutes les informations ou avoir des backdoors pour pouvoir accéder à telle ou telle information quand ils veulent. Voilà, il y a des risques à ce niveau. C'est la possibilité qu'on ait des informations échangées sans que l'on sache ce qui se passe. Maintenant, pour la vie privée, il y a pas de risque pour la vie privée. Pas de risque. Dans la mesure, même si vous chiffrez vos données, vos disques durs et que vous perdez la clé, mais tant pis, personne d'autre ne pourra l'exploiter. Donc, il n'y a pas de risque. Là, c'est des avantages plutôt. Je pense que, est-ce que j'ai bien compris? Monsieur le modérateur, j'ai bien compris, non, la question, c'est bien ça. Oui, 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 c'est bien Voilà. ça. Mm. Voilà. Donc, il y a un Mais on risque. peut toujours retourner à Madame Sango, Donc, voilà. si c'est clair, si on a tous la même compréhension de sa question. Mhm. Alors, Madame Oui, Sango, oui, c'est clair, mais je ne suis pas totalement satisfaite. En fait, pouvez-vous pouvez-vous citer des exemples concrets d'incidents mhm. de sécurité? Est-ce que vous pouvez citer des exemples concrets Décide- d'incidents d'incidents de sécurité où le Mhm. chiffrement a joué un rôle clé Oui, et, Au Mali, au Mali, non. précisément, oui. Au Mali, même s'il y a un incident, je ne saurais le dire puisque ce genre d'informations ne fuitent pratiquement jamais. Vous savez, par exemple, mais pour d'autres pays, on le sait parce qu'eux, ils communiquent sur tout ce qu'ils font. Par exemple, il y a eu un cas aux États-Unis quand il y a eu des attentats à Boston. Ils ont pris le terroriste, il avait un iPhone. Son iPhone, ils voulaient le déchiffrer, ils voulaient accéder pour pouvoir, parce qu'il y avait certaines informations étaient chiffrées, pour pouvoir casser le chiffrement. Le bureau fédéral des États-Unis a été jusqu'à payer plusieurs millions de dollars, je ne sais pas si c'était 2 ou 3 millions de dollars, pour pouvoir casser le chiffrement qu'il y avait sur ce téléphone pour pouvoir accéder aux données que ces terroristes avaient pour pouvoir essayer de bloquer d'autres attentats. Voilà. Voilà, c'est le cas le plus connu mondialement. Maintenant, au Mali, je n'ai vraiment pas l'information. Malik, est-ce que tu as une information là-dessus? Ok. Non, bon, vous avez répondu. Il y a, de façon générale, vous avez deux groupes de pays. Il y a ceux qui Oui, communiquent sur tout ce qui se passe au niveau informatique, au niveau sécuritaire, oui, et il y en a d'autres qui dissimulent dissimule. par manque de moyens ou par faiblesse. Oui, Même les attaques, des cyberattaques, oui, certains pays ne veulent pas communiquer là-dessus quand ils sont victimes. exactement, Donc, exactement. d'ailleurs, dans le nôtre. Donc, il Voilà. sera très difficile d'avoir des informations de façon très claire et précise pour le cas, par exemple, du Mali. Oui. Mais pour peut-être rebondir sur la question, quand Shogel, l'actuel Premier ministre, était ministre des Communications, il a poussé à ce qu'il y ait une loi pour la cryptologie qui soit adoptée. La cryptologie, c'est la science qui englobe tout ce qui est chiffrement, etc. De sorte à ce que ça soit régulé pour qu'on ne puisse pas l'utiliser n'importe comment. Bon, la loi, je ne sais pas si elle est appliquée,
il y a une loi qui existe dans ces cadres-là au Mali. La loi en question, elle est en vigueur. Voilà, d'accord. Ça encadre tout ce qui est activité de cryptologie et même l'importation de matériel de cryptologie. Voilà. Donc, tu vois, À ce fait, j'invite tous ceux présents ici à rester sur nos différents canaux parce que nous sommes en train de réaliser des interviews où on a vraiment posé un certain nombre de questions aux experts. Donc, voilà. les experts du domaine qui vont donner beaucoup plus d'éclaircissement sur la question. Et il y a même un conseiller technique du ministère aussi qui a donné une interview et qui va D'accord. être mis sur les canaux d'un moment à l'autre, où il parle même de ces différentes lois qui encadrent tout ce qui est la question de la cryptographie au Mali. Voilà. Et Sanogo, pour compléter, en fait, les lois pour contrôler les importations de matériel qui mettent en œuvre le chiffrement et la cryptographie, c'est pour s'assurer qu'il n'y a pas ce qu'on appelle les backdoors qu'avait posé M. Kouyaté, c'est-à-dire c'est des risques qu'un équipementier puisse insérer des portes dérobées de sorte à ce que toutes vos communications nationales ou des sensibles, etc., et ils puissent avoir accès, sans que vous le sachiez. Voilà, c'est possible qu'il y ait ça aussi, c'est des risques qui sont là hein, quand on utilise. C'est pour ça qu'on fait des inspections de certains types de matériel avant de les autoriser à être vendus ou importés sur le territoire national. Il y a aussi, il y a beaucoup de précédents là-dessus, hein, mais au Mali, non, on n'a pas d'infos. Mais dans les autres pays, par exemple, les Américains ou les Français, à un certain niveau, n'autorisent pas le matériel de fabricants chinois. À un certain niveau. Les Américains, c'est 100%. Les Européens, c'est au cas par cas. Vous voyez quoi? C'est parce qu'ils disent que ces fabricants peuvent espionner en faveur de, voilà, vous savez qui. Donc, il y a des cas comme ça, il y a des risques. Voilà, c'est pas sans risque. On peut utiliser à sens sévère. Et il y a un autre risque qui est non moins visible, je viens de me rappeler, c'est que quand on établit une liaison sécurisée, qu'il y ait quelqu'un, un malveillant qui arrive à s'interposer entre vous et le serveur sur lequel vous voulez vous connecter. Et qu'il arrive à faire tout ça de manière transparente, alors là, voilà, tout ce que vous envoyez, il va voir. Mais là n'est pas le problème du chiffrement, là c'est le problème des protocoles de sécurité qui sont utilisés. Voilà. C'est sûr qu'on a bien compris. D'accord, merci, Monsieur Silla. Ce que vous venez de dire ce que vous venez de dire précédemment, genre Oui, une personne malveillante qui s'interfère entre moi, par exemple, et le réseau, si je ne me trompe pas. Un ouais, peu le comme serveur, l'attaque voilà. un peu comme l'attaque Man in the Middle. Voilà, c'est Si, ça. C'est bonne idée de medal, mais caché, vous ne pouvez pas le savoir. Lui, parce que les proxys, il y a des outils maintenant qui sont proxys, qui font le proxy entre vous et le web. Les proxys, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est le serveur mandataire. Ils sont obligés de stocker les informations d'une part, et souvent même, il y a des firewalls qui ont ces proxys-là, des pare-feux, hein, ils s'établissent entre vous et le serveur pour pouvoir analyser les communications. Donc, ils ne peuvent pas analyser les communications sans déchiffrer et rechiffrer. Donc, c'est possible qu'il y ait cela. Ouais. Il y ait des man et des middle dans ces cas-là. d'accord. J'ai une dernière question si je possible, mais je vais poser trop de questions. C'est le modérateur. Oui, Il dit qu'elle a une oui, dernière question. oui, elle peut la poser. Tout en déclinant son identité. Pardon. D'accord. Euh, Voilà. j'ai suivi la présentation de Monsieur Silla avec attention. Il a cité quelques types de chiffrement, mais j'aimerais savoir quelles sont les tendances actuelles en matière de chiffrement sur Internet. Sur Internet, les tendances de chiffrement, ben, ça, c'est une question qui est. Wow.
c'est vague. C'est énorme, mais je vais essayer de recadrer un peu. Bon, sur Internet, disons, prenons la nouvelle version de TLS qui a été standardisée il n'y a pas longtemps, qui est TLS version 3. Voilà, TLS Transport Layer Security, qui utilise plusieurs techniques de chiffrement, notamment, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les protocoles, les algorithmes de chiffrement existent il y a bien longtemps, hein, comme vous savez, les plus robustes ont été créés il y a plus de 40 ans. Mais c'est les protocoles qui évoluent, qui emploient ces chiffrements. Comme on le dit, il y a Kirchhoff qui a dit en 1883 que la sécurité d'un algorithme de chiffrement réside dans le secret de la clé. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des failles avec des techniques, des algorithmes de chiffrement, on s'est trouvé qu'en fait, il y avait des problèmes, non pas dans l'algorithme, mais dans le protocole qui mettait en œuvre cet algorithme-là. Est-ce que vous voyez? Donc, TLS V3 qui utilise la suite de chiffrement elliptique et des signatures elliptiques également et Diffie-Hellman. Et nous avons également, attendez, je vais vous le donner tout de suite, je n'ai pas la liste par tête, hein, je ne sais pas. Donc, la toute dernière version de TLS, qui est TLS 1.3, TLS Open, TLS Transport Layer Security version 3, utilise la suite de chiffrement suivante. Je vais vous donner une suite de chiffrement, ce sont les algorithmes supportés, notamment pour le chiffrement de la clé, etc., le handshake, ainsi de suite. Voilà. Il utilise comme technique d'échange de clés, il utilise RSA. RSA, le bon vieux RSA, comme toujours. Et utilise comme algorithme de cryptage RC4, 3DS Camellia, et utilise comme algorithme de hash MD5 et SHA-1, et utilise le chiffrement AES-CBC. Donc, AES, c'est toujours le chiffrement. L'algorithme qui est utilisé, chiffrement, c'est AES. Voilà, la tendance est toujours AES jusqu'à présent. AES 256 minimum. Voilà. Advanced Encryption System. Et il y a d'autres techniques utilisées pour l'échange des clés. Il y a RSA, comme on l'a dit. Il y a Elliptic Curve 25519. Voilà, ce sont les techniques de chiffrement qui sont les plus utilisées de nos jours. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a mais les tendances vont entrer encore parce que les chiffrements, on peut les voir, ils peuvent prouver que c'est résistant, mais il faut beaucoup de temps pour que ça vienne dans le domaine public. Beaucoup de temps. Il faut qu'il soit prouvé, etc. Voilà. Donc, la question, désolé, je ne peux pas donner plus de réponses à cette question. Merci, monsieur Silla. Merci. Je vois la main de Gani. Gani? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous avez trop d'appareils connectés là. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Gagné Traoré. Je suis le chef de la cellule de communication du chapitre malien de l'Internet Society. J'ai deux questions pour l'intervenant, M. Tidjane Silla. La première, il s'agit de savoir, est-ce qu'aujourd'hui les universités maliennes ont une politique de mise en valeur du chiffrement? La deuxième, si oui, voilà, s'il peut nous en parler un peu. Maintenant, la deuxième question est de savoir, est-ce que l'usage de nos langues nationales, par exemple, telles que le Bambara, le Soninké, j'allais dire le Wolof, le Soninké, le Sorin, ainsi de suite, est-ce que si nous utilisons ces langues-là pour chiffrer les messages aujourd'hui, est-ce que ça renforce la sécurité de ces messages que nous voulons vraiment sécuriser? Merci.
Merci beaucoup, Gagné, pour la question. La toute première question, est-ce que les universités maliennes ont une politique, etc. Et c'est ça, hein, est-ce que les universités maliennes ont une politique de sensibilisation ou de quoi? Je n'ai pas bien retenu. Une politique de mise en valeur du chiffrement, une politique d'enseignement du Non, chiffrement dans les universités. non, 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 non. Il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de politique à ce niveau, mais parce que c'est assez timide, hein, même c'est que les mathématiciens qui font chiffrement, dont leur travail est trouver des algorithmes de chiffrement, etc. Les mathématiciens qui font ça sont pas nombreux. Mali, on les compte sur le bout des doigts. Maintenant, l'enseignement du chiffrement, la mise en œuvre du chiffrement, ça se fait que généralement dans les formations en option finale, soit un réseau informatique, soit un génie informatique, ils le voient. Mais il n'y a pas, au-delà de ça, il n'y a pas de politique. Voilà, il n'y a pas. Il y a pas. Donc, si vous n'êtes pas étudiant en informatique et que vous ne voyez pas un module d'informatique concernant la sécurité, etc., vous n'entendrez même pas parler du chiffrement en dehors de cela. Donc, ça, c'est un grand lacune à corriger. Et maintenant, la deuxième question, l'utilisation des langues nationales pour le chiffrement, etc. Donc, vous voulez dire communiquer en langue nationale et chiffrer les données, c'est ça, ou utiliser les données, la langue nationale comme technique de confidentialité? Je n'ai pas bien compris cette question. Bon, je parle du fait de chiffrer les messages. Par exemple, on peut traduire les messages en langue nationale, que les messages soient en français ou voilà, en langue nationale, mais et utiliser le processus de chiffrement, par exemple. Dans ce processus-là, utiliser nos langues nationales, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je ne sais pas si la langue, l'usage de la langue a un impact dans le processus de chiffrement. Ah non, l'usage de la langue n'a pas d'impact. Parce que la preuve, c'est que, moi, je vais vous donner un exemple. Si on prend le Bambara ou le Soninké, les gens qui maîtrisent le plus ces langues-là, ben, ce sont les étrangers. Y a beaucoup d'étrangers qui travaillent sur nos langues, hein, faut pas l'ignorer. Donc, les langues, non, non, les langues n'interviennent pas du tout. Ça n'apporte pas de plus. Parce que sont connus, vous trouverez des étrangers qui ont fait des bouquins de langue, etc., 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 etc. Donc, voilà. Donc, les langues n'ont pas d'apport particulier sur à mon avis. OK. Merci, Gani. Merci, Tidjani. Je vois un collègue du chapitre du Gabon, Madame Assoba Annick, secrétaire générale du chapitre de ESOC Gabon. Si vous souhaitez intervenir directement, je vous donne la parole. Madame Annick. Madame Annick. Madame Assoba. OK. Elle n'est pas en ligne, hein, ou elle n'est pas presque proche de son ordinateur. Peut-être. Peut-être. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous sommes au terme de notre temps imparti. Nous ne pouvons que remercier Tidjani pour sa disponibilité d'une part et d'autre part pour l'approche qu'il a utilisée pour mettre nos différents
auditeurs à même de comprendre le chiffrement dans toutes ses dimensions et particulièrement appliqué à l'Internet des objets. Et si Tidjani a un dernier mot, je vous donne la parole pour vos derniers mots. Merci beaucoup, Malik. Moi, c'est tout le plaisir est pour moi parce que je remercie beaucoup le chapitre malien d'Internet Society de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir présenter. Et si j'ai un mot à ajouter, c'est que il y a beaucoup de compagnies maliennes voilà, d'Afrique qui se lancent dans cette aventure d'Internet des objets. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils ne prennent pas en compte ces questions de sécurité dès le départ, alors que le chiffrement, il existe. Il y a des algorithmes, il y a des documentations, des ressources pour pouvoir appliquer ces algorithmes dès la création de nos applications. Et j'invite ceux qui sont dans le domaine à s'approprier comment faire cela et de le faire avant de pouvoir voilà, de lancer leur projet, de pouvoir avoir, pour ne pas avoir de problèmes plus tard de sécurité. Voilà, donc c'était tout. Et je remercie aussi M. Kouaté, M. Maïgal, modérateur, et tous les participants qui ont pris de leur temps pour pouvoir suivre cette présentation, ce webinaire. Tout le plaisir est pour nous de vous renouveler encore nos remerciements et notre gratitude. Merci à tout le monde d'avoir pris part à ce webinaire qui prend fin sur ces mots. Merci et à la prochaine. Merci. Bye bye. Bye. Merci.